m'appelle Bernard Muller. Je suis l'un des membres de cette équipe nombreuse. Je suis l'anthropologue de service, on va dire, du projet. Je travaille sur des notions de récit, de réparation par le récit, de ce qu'on appelle peut-être de manière un peu pédante de réparation épistémologique. C'est-à-dire comment ouvrir d'autres formes narratives, d'autres portes narratives comme manière de revenir sur un passé douloureux. Donc là, vous allez assister à une avant-première dans la gaétanerie, comme vous l'aviez dit. C'est vraiment un avant-projet, une première proposition, un premier jet autour d'un spectacle qui va se développer, ou d'un projet même qui va se développer sur 3 ans, avec plusieurs séquences de ce type-là et qui tourne autour d'une idée très très simple au fond. C'est qu'il y a dans des musées occidentaux, et là il s'agit d'un musée en particulier à Cologne en Allemagne, un ensemble d'objets qui viennent du Togo et même de régions qu'on peut facilement identifier en fonction des bases de données qui existent. Là, il s'agit d'objets qui ont été collectés en 1901 par un Julius Sment, qui était le chef de la police allemande de la région. Il logeait à Missaoé et il avait une réputation violente, de quelqu'un de très dur. Et il a procédé à une répression également très violente d'une grève, d'un mouvement de contestation contre le travail forcé en 1901. Il a détruit tous les villages, ici dans ce cas-là à Gotimé, Yo, à Djakpa, différents lieux des chefferies à Gotimé. Et à la fin de ces opérations punitives, puisque les gens refusaient le travail forcé, il emmène des objets. Mais il emmène des objets étonnants, qui nous intriguent au fond. Sur qu'est-ce que c'est cette curiosité scientifique ou militaire. Enfin, pourquoi les Européens finalement prennent ce type d'objets dans ce contexte-là. Des cure-dents, des assiettes cassées, des ustensiles de cuisine qu'on peut dire ordinaires, quoi. Des petits objets, disons, spirituels ou religieux, des ceintures de chasseurs, mais vraiment des objets qui apparemment n'ont pas de signification. Donc notre projet, c'est de redonner un sens à ces objets en les présentant aux descendants actuels de ceux qui les ont perdus il y a 5 générations, on va dire, en 1901, et de les réanimer en les réinscrivant dans un récit, un nouveau récit qui est imaginaire, qui est parfois réel, mais de faire revivre ce passé et de préparer peut-être le retour de ces objets, puisque c'est ce que les gens nous demandent aussi. Dans les chefferies à Gotimé, par exemple, il est très clairement formulé que ces objets n'ont rien à faire dans ces collections de Cologne dans lesquelles ils pourrissent plus ou moins. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ne pourrissent pas, ils sont entretenus, mais ils ne sont jamais exposés non plus en Europe. Donc c'est de partir d'un événement historique, un contexte historique, le contexte colonial, et à partir de là, et de ces objets en particulier, de revenir sur ce passé avec l'histoire populaire et voir comment on peut, à partir de ces objets, réinventer un monde nouveau et tourner cette page coloniale qu'on espère quand même pouvoir tourner un jour. C'est étonnant qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser de cette question coloniale, de la problématique coloniale. Elle reste virulente, compliquée. Et voilà, on confie aux communautés rurales d'Agotimé de nous sortir d'une problématique philosophique et historique. Et ça marche bien. J'ai pas l'habitude de me présenter, mais bon, je m'appelle Gaëtan Noussouglo. Je suis metteur en scène, comédien, conteur et docteur en théâtre et art de la scène. Notre démarche est particulière parce que je me suis toujours intéressé à notre communauté, à tout ce qui se déroule ici, à ce qui se déroule à l'extérieur. Et avec Bernard Muller, on a été interpellé par quelque chose qui s'appelle la repatriation. C'est-à-dire que les objets qui sont en Europe, pillés ou donnés, dans la plupart du temps on a dit donnés, nous a interpellés puisque dans les musées,
tous les discours que nous avons rencontrés, c'est que c'est concentré sur les hommes. Et les femmes n'ont jamais parlé des objets. Donc, et particulièrement en Cologne que j'ai visité avec Bernard, nous avons vu plusieurs objets. Donc, des objets, on nous a dit que ça a été pris chez les Agomés et les Agotimés. Donc, il y a des objets Kokomba, des objets Moba, Chokosi. Et donc, dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à ces objets. Nous avons vu que parmi ces objets, il y avait des objets de la vie quotidienne. Et on s'est interrogé sur le... on s'est dit pourquoi ils ont pris ces objets qui ne signifient absolument rien. Et là, une fois sur le terrain, nous avons voulu vérifier et nous nous sommes carrément trompés. En réalité, les objets que nous avons trouvés sur le terrain, c'est ce que les chefs d'Agotimé ou d'Agomé nous diront que ce sont des objets de force spirituelle, que certains ont été pris au niveau du trône royal, que certains objets sont véritablement sacrés. Et ils se sont interrogés sur comment ces gens-là, en 1906, c'est la date où les objets ont été envoyés en Europe et comment ces gens se sont appropriés ces objets. Et nous avons remarqué aussi des objets comme un simple kévi. Nous avons vu aussi des colliers. Nous avons vu aussi des colliers de hanches. Et quand on a montré ces colliers de hanches aux gens d'Agomé, les femmes nous ont dit que ces colliers-là, on ne les prend pas n'importe comment. Et par exemple, une femme ne montre jamais ses colliers de hanches. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont fait pour acquérir ces objets? Et donc, c'est au niveau de ces interrogations, nous nous sommes dit, bon, on a recueilli pas mal de témoignages et nous avons pris les femmes pour retracer ces témoignages. Et donc, c'est pour ça qu'avec Marcel Diondo, nous avons essayé de mettre en scène, on a pris les racontotes. Les racontotes, c'est des histoires qui font un peu rire, mais au-delà du rire, ça interroge. Et donc, il y a Anifa Dobila, Félicité Kodjo Nochon, et puis Marie-Pab Lamboni. On s'est amusé pendant 40 minutes à faire ce petit chantier qu'on veut montrer au public. Et on verra ce que le public pense de tout cela. Alors, je suis Marcel Diondo, je suis comédien, conteur, metteur en scène, directeur de la compagnie Gakoko à Montbéliard, et puis je suis directeur et programmateur de la fête mondiale du conte qui se déroule dans le Nord-Franche-Comté tous les 2 ans. Alors, avec Gaëtan, cela fait, je crois, pratiquement une quarantaine d'années qu'on se connaît, voire un peu plus même, et on a toujours travaillé ensemble. À Gakokoé, en France, on est ensemble et sur des productions, on aime bien mettre en commun nos idées. Il y a certains qui nous demandent mais pourquoi 2 metteurs en scène sur un spectacle et je leur réponds que oui, effectivement, pour être 2 metteurs en scène sur un spectacle, il faut que l'un puisse compléter l'autre et qu'il y ait une parfaite entente, sinon le spectacle va partir à volo. Donc oui, on aime bien cette collaboration parce que nos idées se complètent. Et on sait dans quel univers l'un veut aller et l'autre peut l'accompagner et ensuite emmener, à partir de là, emmener d'autres idées. Et c'est très bien parce que c'est une richesse en fait. C'est une richesse. On laisse de côté l'ego du metteur en scène parce que dans le métier, il y a beaucoup de cet ego-là. Donc on laisse de côté l'ego du metteur en scène et on s'occupe vraiment de la chose artistique. Comment est-ce qu'on rend lisible notre production? Comment on rend lisible le spectacle qu'on essaie de partager avec le public? Et quand les idées viennent, du début jusqu'à la fin, bien sûr, c'est-à-dire la production, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on trouve les moyens, avec qui
on fait donc sur cette production-là, Caille Rematriation, eh bien, pour nous, il est tout à fait normal que ce soit un travail de femme, parce qu'il s'agit de la rematriation, c'est-à-dire de la reconnexion avec les objets, surtout féminins, qui ont été volés, spoliés, qui nous ont été pris par la colonisation. Donc, pourquoi taire les voix des femmes? Donc les voix des femmes sont aussi importantes. Donc c'est pour ça qu'on a choisi 3 sublimes, magnifiques comédiennes qui sont Adifa, qui sont félicitées, et puis Marie Pab, et donc que vous allez voir ou que vous avez vu d'ailleurs. Donc voilà, c'est très important de travailler avec la jeune relève. Parce que ce sont nos cadets, ils nous suivent, et voilà, c'est aussi à nous de la transmission, elle est très importante, de transmettre quelque chose de nous. Voilà, c'est super important. Alors, la programmation de la Fête mondiale du conte, elle est elle n'est pas comme la programmation des autres festivals qu'on trouve en France ou en Europe de façon générale. Nous sommes dans le désir de permettre, même à des gens qu'on ne connaît pas, dont on n'a jamais vu le travail, de se produire. C'est ça aussi le métier, parce que la diffusion, elle est très difficile. Les gens ont du mal à se vendre, les conteurs ont du mal à se vendre. Si je dois attendre d'avoir vu un conteur avant de le programmer, je le programmerai jamais. Donc, ce que nous faisons, ce que je fais en particulier, c'est je lance un appel à candidature, aussi bien aux conteurs qu'aux différents lieux qui aimeraient accueillir des spectacles dans tout le Nord-Franche-Comté. Et donc, tout le monde peut postuler. Tout le monde postule, même des débutants, peu importe, mais il faut que ce soit professionnel. Et ensuite, ces candidatures sont étudiées, non pas étudiées sous le prisme de l'ancienneté ou de l'expérience, mais tout simplement de ce que la personne propose. D'abord, c'est l'écrit. Comment est-ce que la personne se vend? Donc, à partir de là, déjà, moi, je perçois beaucoup de choses. Et donc, voilà. Parfois, je ne vais même pas sur Internet pour regarder une vidéo ou quoi que ce soit. Donc, je prends directement. Bon, voilà, souvent, on reçoit entre une centaine, voire un peu plus de candidatures. Et au final, on retient, on va dire en gros, une quinzaine. Donc, vous voyez, c'est un peu rude. Mais on le fait. Ça fait bientôt 20 ans que cet événement existe. Donc, en 2027, on va fêter avec faste l'anniversaire, les 20 ans de la manifestation. Voilà, donc on permet à tout le monde de venir. On a déjà accueilli bien sûr aussi des Africains, des Antillais, des Européens, pas que Français. Voilà, c'est vraiment ouvert parce que c'est ça aussi. Le partage de la parole passe par là. Il ne faut pas qu'il y ait de chasse gardée où on invite chaque année que des amis. Il y a des festivals comme ça où on trouve 80% toujours les mêmes personnes à 80% de la programmation. Alors, un metteur en scène, c'est cette personne-là qui a en charge de rendre l'œuvre, donc le spectacle, la production, lisible, le plus lisible possible aux spectateurs. Voilà, d'avoir une compréhension, parce qu'il y a 10 000 compréhensions qu'on peut avoir. Donc le metteur en scène, c'est lui qui dirige et qui donne une vision. Il prend des options. Je peux prendre l'option de traiter un spectacle à la façon roman photo, ou je peux prendre l'option de le faire à la façon, je sais pas moi, bande dessinée, dessin animé, film policier. Voilà, ça c'est une option que le metteur en scène apprend parce qu'il se dit, si on le traite comme ça, ça peut avoir beaucoup d'humour, donc les gens vont mieux comprendre, les gens ne vont pas être, meurtris parce que le sujet est grave. Voilà, donc tout ça, c'est le metteur en scène qui prend ces options et qui arrive à le faire comprendre aux comédiens et comédiennes pour que cette option devienne, l'option de tout le monde et que tout le monde puisse aller dans ce sens-là. Et c'est ça, en gros, son travail. Bon, aujourd'hui, le travail de metteur en scène devient un peu difficile parce qu'on lui demande de faire autre chose. Ce qu'on lui demande de faire, c'est d'être aussi producteur, c'est-à-dire d'aller chercher les moyens, l'argent pour pouvoir faire le spectacle. C'est là où c'est un peu compliqué. Alors, l'écrivain, le dramaturge et le metteur en scène, c'est des métiers, on va dire, différents. Parfois, on peut faire tout. Souvent, on le fait aussi. J'écris et puis je mets en scène et parfois je joue. Donc voilà, on peut être... Alors, la différence, c'est que l'auteur, donc l'écrivain, lui, il a une idée, il couche son idée sur le papier. Voilà.
il a fini son travail. D'ailleurs, ce qu'on a l'habitude de dire à Gakoko, c'est qu'un écrivain, enfin une œuvre qui est écrite du papier, c'est une œuvre morte, qui n'est pas vivante. Et la vie, c'est les comédiens et le metteur en scène qui donnent la vie, qui ranime cet écrit. Donc l'auteur, il couche son idée. Maintenant, le metteur en scène doit avoir une lecture de ce que l'auteur a écrit. Donc, il peut, parfois même, on peut trahir l'auteur. Ça arrive parfois de trahir l'auteur parce que moi, je donne une lecture, la façon dont je traite la thématique peut trahir ce que l'auteur a voulu dire. Mais c'est comme ça. Parce que le metteur en scène, les comédiens sont des créateurs, ce ne sont pas des perroquets. Avant, il y avait les auteurs comme les Molières, tout ça, qui mettaient beaucoup de didascalie, qui donnaient des indications scéniques, comment ça doit être joué. Aujourd'hui, c'est de moins en moins la réalité, parce qu'on laisse beaucoup plus de liberté aux artistes. Alors, nous avons trouvé que le conte est un moyen, un médium qui est accessible, beaucoup plus accessible que d'autres. Le théâtre, ça aurait pu, la danse, la chanson, peu importe, mais le conte, c'est important parce que c'est quelque chose qui nous est, je dirais, intrinsèque. C'est quelque chose qui vient de nous. Quand je dis de nous, de nos traditions millénaires. Donc, puisqu'on va aller jouer ce spectacle dans les petits villages autour de Palimé, chez les Agomé, les Agotimé, on pense que ce serait beaucoup plus accessible. On va très vite se connecter avec le public si on choisit le conte. Et c'est ce qu'on a fait. Et je pense que c'est très bien parce que déjà, c'est un peu plus facile pour nous puisque le spectacle se fait en 2-3 langues. Donc si c'était le théâtre, ça aurait été difficile. Mais au niveau du conte, les traductions se font très très rapidement, que vous allez voir tout à l'heure. Et donc voilà, c'est beaucoup plus accessible en passant par ce médium-là. Une fois. Dayen Mbobé. Il était une fois. Il était une fois. L'histoire. Raconte. C'est écrit là-bas. Il était une fois. Dans une contrée très très éloignée, au fin fond de l'Allemagne, un jeune garçon. Il s'appelait Julius Mentz. Il était beau, il était grand, il était splendide, il était magnifique. Église, Tchako, toi d'aimer. Que toi d'aimer, et trop fou du quoi, et tu es sorti, voyez, mais pour soi. Tamara, Dekadia, Oyonebe, et Jongu, Smend. Julius Smend. When we are Jongu, Niato, Minya, Enyare, Moba Biemi, Voire, Enyako le Blare, Madele, Gomena, le Moba Gangam, Obenade, Julius Mandko le Blanc, no Bobo Wanchiare, et bébé Wanchi le Lobois, si bébé Pambe Monene, et bébé Wanchi le tutoie, moi, bah, le Jangwe animal. Obé Julius Mentare, non, Bobé toi, elle est vlaque, elle est tapée. On l'a benadé, au poids si pénéné. Julius Mentare, au poids bien. Julius Mentare, va à foiler, et son allée, Isel,
Est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que j'ai dit ça? Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit Julius Smith, il est splendide. Il est splendide, il est beau. Mais Julius Smith, il avait un rêve. Il rêvait un jour de devenir un grand théologien. Théologien. Théologien ne ok ton ami là et tu dis John Busmenda et kuna drebe ya trozu théologien gombe ma ube nu jonajine bon me be nyo jonajine et jina la sunu souiti la kunu me souiti balangle la baleme exactement un jour Julius Smith va voir son père. Papa, on dit la trozu théologien Kai Nai! Varumu! Nishinai! Scheiße! Hurry oh! Julius Smith a pleuré toutes les larmes de son corps. Il a réfléchi jour et nuit. Que pouvait-il devenir? Lui qui rêvait tant de devenir un grand théologien. Voilà que son père lui avait fait l'interdiction. Il réfléchit. Un jour, un matin, il est assis devant sa maison. Il voit passer un régiment de l'armée coloniale. Alors, une idée germe dans sa tête. Il se dit, j'ai trouvé ce que je vais devenir. Un soldat de l'armée coloniale. Il s'enrôle dans l'armée, il monte dans un navire, il traverse des eaux et atterrit sur une plage. Avec Julius, toi, Benade, ma trozu, théologien, et famille, et va quoi, Abadabao, Valégie. Et Julius Mandbe, Fifia, un port, nous qui ma d'autres Badagbae. Néné Julius Mand cité, Zon, Kakakavado, et nous pour Yobenade, Yovo à Clogame, et va Yovo pas Clogame, et Doleme. Yovo pas Clogan, et Zonasiji, que Doleme a Clogan tot, et Tondi, et Zonzon, et Zonsiji, et Aklo zon sidi echeka ezon bedeka wotra meva pa mandre ka va kore le fika dogo bedwama minya fike ba kore elle a puta le film ka kulo va si to téléphone are nya téléphone e pa Julius que toare e poleke amoko e kware et quoi bien et tout vona améon et quoi bien ouais ben basé et le jubo Julien se met à l'épaule hein ouais ben basé et le jubo kiri et ne se bétonner tonnier à caron to et ba basé et ba caron me virer elle est super pas basé ignorer là tonnier à caron me toi ah bon ok donc à ma elle me pas de caillou que le bois de meda mais les pas moi pas basé les yubo kiri que Julius man be wa kumea et quoi be wa be montrer le plata le de wa be edale sibe pele benene Julius man quoi me kaka et quoi droit me kaka va be mon père m'a envoyé en enfer. Ton Busmet de Benade. Il est top, il va coller aux zomavons, mais là. Voilà, les zomavons, mais non, non, les fous, non, les tobos. Bon, à peu près, on va nous voilà que John Busmet de quoi n'est pas qui m'a dit non, les tobos, autre les tomi. Non, quoi, va le quoi, un peu comme Tony, quoi. Non, tellement que. Quoi? Non, derrière magnifique, devant histoire. Je disais que Smith est atterri sur la plage de Lomé. Lorsqu'il sort du navire, il voit des hommes différents, des hommes à la peau noire, on dirait le diable en personne. Il se dit, mais c'est où est-ce que je viens d'atterrir là?
C'est ainsi qu'il s'installe au Togo, plus précisément à Missarowe, où il est nommé quoi? Lieutenant de la police. Histoire. Du haut de la montagne de Missarowe, il pouvait contempler le beau paysage de toute la région. Mais bien qu'il ait quitté son pays, bien qu'il ait abandonné son rêve, bien qu'il s'est enrôlé dans l'armée coloniale, son rêve de devenir théologien le hantait toujours. Il s'est dit, dans ce nouveau pays, je peux exiger à la population de pratiquer la même religion que moi. Il sort une décision. Désormais, tout le monde a l'obligation de pratiquer la même religion que moi, c'est-à-dire le christianisme. Tingo, nyameta pare miatolo. Jongusmen de dom. Ebenade, eswe gbedia amesia melatro Christo. La i chochi, na meregbe fio. Ola levati gangome. Ko apo me pimene kaka tingo Miato, mi sekudomla. Amoko le. So ho. O le wa beto biobenu. So Eblemame. Kaka egbekuwa. Amarela so afibu va evi komu posu anontocho an. Ela va blena obenare. Wata si wa beto biobenu wata si wa be unko wa troso eto trozu nugu. Ela tan yinene a. E mo gbere. Histoire raconte. Julius Ment, pour s'assurer que la population respecte sa décision, chaque jour, il sillonne toute la région sur le dos de son cheval. Un matin, il entend dire qu'un vieux, quelque part dans la brousse, a refusé de respecter la décision. Ce jour-là, il prend son cheval. Il monte sur le cheval et Tamara, et Shakiru, et Namara, et Tamara. Non, j'ai oublié. Le jour-là, il n'y a pas eu de Tamara. Il n'était pas content. Il était très fâché. Dès qu'il est monté sur le cheval, il s'est mis à pleuvoir. Et il descend, la pluie s'arrête. Il monte sur le cheval, et il descend, il monte sur le cheval, et il descend, c'est quoi cette histoire même? Afrique. C'est ainsi qu'un de ses gardes, un de ses plus fidèles gardes vient lui dire: Patron, moi je connais un vieux dans ce village qui peut arrêter cette pluie en une fraction de seconde. Va donc le chercher. Mais c'est quand même. Il n'y a pas de mais c'est quand même. Il ne sait pas comment. Moi, je ne sais pas il avait quoi? Et fond, des caïnes mais quoi? Et Dieu me soit dit, Tamara, Shakir, Tamara. Des caïnes mais Shakir ou Tamara Nanion. Et Jongu Pidji, que Dieu soit dit, c'est le cas. Et tu peux toi, Jaja. Et tu que Dieu soit dit, et Clon, et c'est à côté. Dieu soit dit, et tu que me dit quoi? Et Clon, et Dieu soit dit, et tu que Dieu soit dit quoi? Et Clon. Du coup, il y a mes dos. Dieu soit dit, il est là. N'en dit pas, c'est la toquée. Et puis, il va bassiner les carrés que n'y a mes bolos. Va tourner bien. Et patron. Je suis tombé la tête, toi, t'es déjà fait. Va me tourner la bassiner. Les pays, ils ont tombé bien. Et il y a que mille plans. Tombé bien, va d'où? Tombé bien, pas d'où? Et vous pouvez le quoi? Et dans le gourmet. Ouais, des Hadi Guru et les taux. Colon. Jamnya ba ko kone ko kone ko kolon tongo te kan jamnya ba na samso te kan jo te ma ba to ka breka be ko ka breka hey o papa o ba to e jimu to te c'est blague nene e dia to te lo ke dia to te a Jongusmen be so kaka bere be aye to
Et tu n'as pas eu pompo kumaou direct. Voilà, du coup, il y a tout pour un pompo kumaou. Et ha, pour ce pompo kumaou de kia. Yo so ploya, mais pas yo ploya joa. Et ha, ya dola quoi. Oh. Et tombé, non, les togs bien noirs au hana et kai. Kai, tog bien bé, adje, ma soeur bé hana. Yo les tog bien. Wo pour me pi me ne ka. Ba yo ho halesi, go ho halesi. Et tombé ya hungu no ko vire la ni ba ya sagbe pa to na be. Wangu for kaisa. Ba so de kaso, do jine. By force. Ba yo ho ha. Jongo so ha so jo yebe tu. Django cement kunoye, gal kunoye, cement kunoye, cement kunoye, gal kunoye, cement kunoye. Agome. Kudo agotime. Et tu ko wa minya fi ko so. Nyam nyam. Obere. Also, Dipo. Yeah, Ninga Pip. Bene, also. Matas, no, Bene. Bene, ya, et on y plan. Ben, I don't think you told a Bene. You were Ghanaian, baby. Oh, oh, et ben toi, je suis de coco. Il y a toi, tu fais ton scénario, il y a un son. Mais non, il source. TikTok, vous donnez une commission. Il y a TikTok, il y a mon TikTok. Il y a TikTok, il y a un enfant. Tu peux pas mon adresse. Tiens. Oh, mais à gomme. Kudo à gotti, mais du quoi? Moi, tiens, yo so. Yaoui. Koso wa tiens les fuma o les fain to adeloni o ina degbeji agbejan gba le wasi e la o le wasi san e ba do gade me a le o ya degbeji a o gba le na la de pe o c'est choré c'est moi bagberika adela ni ba to ra hon lo mi na les amis ino la jo ni avait dit affiré que nyo wa nse o gbon be na ko le la fili abe funa nyo ntolo e ko lo mu gbe o lo et ça, on peut d'agba, on sort papa, on sort bon, on sort zé, on sort papa, maman, on sort des vieux, on pata, on yo pota, on clôt les mains, yo jo, on son, azoli bien de la temiate o son kakari non que wele wa mea non o fofu kakati vile mon aji azoli o son azoli azoli o son kakari devi ko uji wani devi o shi kakawa cho ba fofu ba ti vile azoli oh son kakakakakare bon va querer avec Histoire. Connaissez-vous l'origine du peuple d'Agome et d'Agotime? Point d'interrogation. Eh bien, ce peuple vient de Noche. Et autrefois, dans cette ville, ils vivaient de la chasse. C'était leur activité de prédilection. Voilà qu'arrive un jour où ils ne trouvent plus rien à chasser. Même pas un minuscule rat de brousse. Un jour, un des chasseurs vient voir ses compagnons et leur dit: mes amis, mes amis, ça ne va pas. Ça ne va pas. Voilà bientôt 3 lunes qu'on n'a plus rien trouvé à chasser, plus rien trouvé à manger. Mais j'ai entendu dire que quelque part, très loin là-bas, à l'ouest, se trouve une terre merveilleuse. Allons sur cette terre, je suis sûre qu'on trouvera notre bonheur là. Ils n'ont pas hésité. Ils ont pris femmes, enfants, bétail, volailles et ils se sont mis à marcher. Azoli. Ils ont marché longtemps. Ils ont marché très longtemps. Et durant leur voyage, des femmes ont été enceintes. Ils ont fait des enfants. Azoli. Ces enfants ont grandi et encore, eux aussi, ils ont fait des enfants. Azoli.
Ils ont marché tellement. Et un jour, ils arrivent dans une forêt. Une grande forêt. Une forêt très dense, très sombre. La forêt était tellement grande qu'ils ont marché pendant une semaine sans sortir de la forêt. Une nuit, pendant que tout le monde dort, ils entendent, les chasseurs encore éveillés, entendent des bruits. Des bruits étranges, des bruits qu'ils n'avaient jamais entendus auparavant. Les chasseurs se mettent sur leurs pieds, ils prennent leurs armes, ils prennent surtout leur sac de guerre, le agbadja. Et soudain, ils voient quelque part dans l'ombre deux gros yeux bien rouges qui avancent vers eux. C'était un monstre à la tête de lézard, au corps d'éléphant, à la queue de poisson. Les vaillants guerriers se disent, mais mais ils ne se sont pas laissés faire. Ils ont avancé vers le monstre, ils se sont jetés dessus, ils ont combattu pendant des heures et des heures, mais n'ont pas réussi à l'abattre. Parmi eux se trouvait un vieux. Le vieux s'est retiré et est venu prendre une petite calebasse, s'est mis à faire des incantations. Wanya, 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 wanya. Samnama wanya, samnama wanya, wanya. Dabahnya bamye, dabahnya tonye, wanya, 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 wanya. En une fraction de seconde, on voit les chasseurs qui se transforment en bêtes sauvages. Certains en lion, d'autres en léopard, d'autres encore en éléphant. Et ils ont combattu l'animal jusqu'à l'abattre. L'histoire raconte que depuis ce temps, cette population de chasseurs, lorsqu'ils vont à la chasse et qu'ils sont dépassés, eh bien, ils se transforment en bêtes sauvages. Keye ojo le wantia kaka yo ozon kaka yo va do affaire mais ozon la faire mais kaka considère des cas quoi et ça ne me umla ni quoi yo va laisser à part que yo mse na san wa oh adela o fose de ka odo wa ba de la ba yo so wa be tu yo bla la liti wa be agbaja yo son quoi kaka wa ko le divitia mais on kubi gorogoro je me vede son bona wa go nukeyo yo son yo oyi la bo yo ode kaka on tele do la dio ken bati kona wa donc be vile le wa me e azo ngo de me vile quoi yebe so e très vite gorwede be va quoi oh ateta ba no bona no va fita que no va ateta ba no bona e ça pare adelo patatro zu elão vo e d'autres zu tata e d'autres zu lavako d'autres avako e yo de kaka yo dulanji yo bena suka kaka me aju ko ni mi po mi volo no ya de gbeja no ta kaka nti kona d'autres zu na la yo bana kola la kola be nyewe yo d'autres zu la ye ke o la fo ke mu ke pa yo ba to ason ya ji ozon che azoli azoli che azoli ozon kaka pare on va créer un togan et toi kaka gbajo yito o pe kaka me kemi la o la flato yo. Comment faire pour traverser ce fleuve très profond et très vaste? Ils sont restés là-bas à réfléchir pendant des heures. Ils n'ont pas trouvé de solution. Ils ont passé toute la journée là-bas, toute la nuit là-bas. Le lendemain, il y a un chasseur parmi eux qui s'est rappelé. Bientôt, Oulombe, mon grand-père,
Quand j'étais enfant, il m'a enseigné un secret. Il m'a donné un pouvoir. Je peux parler à la nature. Je peux parler à cette eau et nous allons traverser. Quand il a dit ça, il a commencé par louer l'eau, par louer le fleuve en chantant. Il n'a même pas fini de chanter. Eh, miato, nous lelo, amakaye ben momulo, nous n'a pas. Le ficon. Le founon. Avec Kovadoire, un bon il n'a même pas fini de chanter. J'ai vu des gros caïmans. Des gros caïmans sortir de l'eau. Ils marchaient. Ils se sont mis en rang, formant un grand pont comme ça, jusqu'à l'autre bord du fleuve. Et c'est ainsi que tout le peuple, dans la joie, ils ont marché sur le dos des caïmans jusqu'à traverser ce fleuve. Amekaye ben nomule. Enouole. Misi aseolo. Misi aseolo. Misi aseola. Ebenade. Ke du kwa oja bakaka tole abeame. Yoba je etwa monware. Enya ke gbajo nyi yo mi jo to abeame bo mi abala. O etole moja. Le ke mi ya wola kaka la flato yo. Oh putain, on peut solution de tout. Et sans et nous que au balai, t'as même boadi. Oh, quoi patakwa, adela avec quoi si te yo, nyato mobe. Et tout que mon vie fait mère, tout bien na ma chere, a chewa, bon, nem pompona hiya me bemwa, o sena bena kwe, ma pompona si ami la flatte a kwe. Je vais te dire, mais toi, Hadji, yo flatwa o son e lobe e time yo so kaka yo be je e duye ya me que o flatwa nene e di jo kaka azoli atrolo azoli 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 no le podi ozo kaka on va querer aningbaneji anigba funanyo fafa le fununyoré atiku sese angbagbo o le hame evio atio funanyo kakabe o c'est le bien to ne zoblewo yepwe bliquide gela si o me geja anigba kaka mlake ebli ba gble grande pour la fois no mia opo ye akodu kan kendire gela si o me le funwa kaka mlake akodu ba gble sigbe 10 pour la fois opo kaka be wa nigba anyolo bode me pe alo yo la no fie ba yo no funu amero bin agome walo agome amero be yo kaniji afili la nani kela gba nyowu yo azondire ba yo aso che azoli cheke azoli on dit tirolo ba yo ba kere ani gbaneji e won ya chagba nyonto e fanyore ati kusese o le review ati o ani gba wa ya no mnyawo bo yemolu kwige la si o me geja ni gba kakola popula muzereka ayimolu pe wa e o le
Ye était quand vire gelation me gejani ba kakola pokula muserika fufi ba konklo la noneti e bola noneti agoti me wan o kwa kakobi emna pa nona me ke mi ratifier et on tifuno agome agoti me to bi nyan les amis l'histoire dit que une fois le fleuve traversé, le peuple a continué son voyage. Ils ont marché, ils sont arrivés dans une vallée paradisiaque. Oh, il faisait bon. Il suffisait que par mégarde, on laisse tomber un grain de maïs pour que le lendemain, on trouve un vaste champ de maïs. Il suffisait qu'on laisse par mégarde tomber une banane, que le lendemain, on trouve une grande bananerette. Ils sont restés là, ils étaient heureux, mais une partie de la population, et là, c'était quoi? Une partie de la population s'est dit, non, c'est bien ici, hein. Non, c'est bon. Mais nous sommes sûrs qu'ailleurs, ce serait encore bon. Là-bas, ce serait bon. Ils ont continué de marcher, mais pas trop longtemps. Ils sont arrivés sur un nouveau territoire, plus fertile, plus abondante, plus paradisiaque. Oh, là-bas, il suffisait de laisser tomber un grain de mil et le lendemain, on trouvait quoi? Tchoukoutou. C'est ça, ce n'est même pas le lendemain. En un battement de cils, là, on trouve des calebasses de tchoukoutou partout. Il suffisait de laisser tomber un morceau d'igname et en un battement de cils, là, on trouve des plats de foufou, à foisonnement comme ça, avec du poulet, du canard, du chèvre, avec tout ça là-dedans. Ils se sont dit, ah ouais, non, ici c'est un vrai paradis. C'est un vrai paradis. Et c'est dans cette atmosphère paradisiaque, paisible, que le jeune Smith s'est installé à Missarogo. Azo, Adjagbaru, Adjetron, Avagemetron, Avado, Afike, on le pomme du Afike, on le pomme du joie, et Bedeka, Amerela va bon Benade. Benade, à 3 jours, à 3, on l'a l'eau, à voir. Nous c'est Sembedo et moi et nous c'est Sembedo et là trop l'eau l'esclavage mais oh là là. Je disais tout à l'heure que c'est dans cette atmosphère paradisiaque que Smith s'est installé à Missarogo. Un jour, le jeune dans sa promenade découvre un fruit. Un petit fruit tout rond comme ça qu'il trouvait. Il s'est dit mais c'est quoi ce fruit là? Il met un des fruits dans la bouche. C'est ta mère. Mais en une fraction de seconde, il trouve une force incroyable, une vigueur qu'il n'avait jamais eue auparavant. Il était capable même d'arracher un tronc de baobab. Il s'est dit, mais c'est miraculeux ce fruit. Si je l'amène là-bas chez moi en Allemagne, ben, je vais devenir célèbre, je vais devenir riche. Mais comment faire? Comment faire pour amener le fruit jusque-là? Il réfléchit. Il dit, ah ouais, je vais construire des routes. Et pendant qu'il vivait là-bas à Missarogo, il avait entendu parler de ces vaillants guerriers d'Agomé, d'Agotime. Il s'est dit, ah ouais, ces hommes, ces braves hommes pourront bien construire des routes. Il envoie des émissaires aller chercher des bras valides par force. Miato, un mobabine de gomme, un benade, que cement. Nani le Missarogo ari, je veux de cas, elle dit ça, le du poids, mais kaka va pas fouiller les poches, atiku se serré, que poiare, et soit de nous, mais mon
vivi coup de cœur. Mon vivi coup de cœur. Voir que vous virez, c'est même pas bien de, et bien la meilleure, elle est ignorée, et pas trop d'énergie, trop de force, et c'est même bien. Il y a un caillon et on le yobenane coffee et on le c'est même pas bien et bien la métrozo et on y et benane et noire ma soyi bonye et la joyi jamani ne soyi gamare ma trozo la mola no buru ma doga egala na signe et moi fifi a que blaneniare voir les 15 minutes la soko fil togo be doit me tata soyi le jama Abu dame kaka va berade joie me so blanbenare mon ebenare abu tout ba ebe miado mo ke la so togo so ikaka jam baba ai mo ato mo so togo kaka ba ijama ya lokola te woni abu dabe la se donc coffee a puta e belada lo ma ijama c'est même benade et moi que beladoa et la so le togo so ijama voire elle dit à mon pojava do e mo nene c'est même que c'est benade abrafo la fire apegame kudo a tigome agotime et benade SCB abrafo le funu donc a et de la don ebe gbadao no yifa et de la don ebe gbadagbao no yifa no koko no leo oni be ola koko ola loe donc a ola ba e mo fifia est-ce que don ebe gbadagbao tout no yo by force OK les Allez, mi c'est quel mi c'est assez où le Bibia que et Django se met dedans badak bobo ne le après quand agoti me to vanu ba do mo ale ke uya de ka jo gbe o la gbe de ka jo be yo ndate do mo so se o wa yo be gble na Django se met be na de ka jo gbe lo Django biji kakabe me ke oni e ya ilana e ordre pa yo la gbe ma no poda ko me yi ne le wasi ko ni le franka na o c'est karaka o le tantan bi le na ko ti semaines de zumo kaka mi se zumo we ke zumo kaka zumo ko ebe yen to ye la ifunu ne avec po wa e je be swadi ta mara shakiru muna ni olo ebe ku so kaka idere gbada gbo le ngodo mene pa yo ku adu ku kaka avec kore ape game afiki wa pa ta o le won ke be lo funu am kaneju ore oh abrafo do wa ba brafo ba wu o bla agbaja yo le wa be tuo yo le note po jongu kudo be gbada gbo ko ba do sereka yo to akwaji yo le da kwa kaka oh gbadagba de kamlina kon lo to de ke ko azigo tijina abrafo bim oh nde pe mu na abrafo de nda ke yo abrafo de kanto sinate pa e puna tebe pantalon apa yebe hunhune do ko me koko ne ba fo de kai na ji ba yebe vru ne do ko ina ya me chaya ba fa ni ya me pa e de kalira abrafo ne o kale la ya medika oh na wa ba lo ami vyorike chaya boy abrafo e genaje badagbaji e taka babo badagba petrozu badagba nuka mi le déconcentré mal badagba petrozu na kalifato yo
kaka voa jongua sminda ele boto même le volo do enya bena yo fo betu ko yo na bena mitraeta ele yesi ke bonu e po kon kaka vo pa e de be mitraeta to pa ba wa mi sami e wa keke wa dio e wa ba fo ata e ke ya na e wi ni so a wi to nim e to zu homa nim nyam ke be to que ou mo keke ni pa ele chongo semaine pa e kuduno e fianti ke be ho to me ale pa e do ho me ke be do ho e fi fianti pe ba epo atopani ba e fiecha ba e pendi ke o so yo na duko e fiecha ke be fiecha epo e hun ko pona wade e fi mo ke be fi mo vole funa ye ko be gbadagbo o pudu ko do amoji la home o do no moji pa yo fi o fi kevin tocha o fi do alo ko na cha be jongu smeda enu me wena ni ye be fi alo o fi nu ba o so no pa o so jo iwa gbo enu o le wa gbo le musée me le funu lo efika le jamani le musée me le alo acha histoire. Je disais tout à l'heure que Smend avait envoyé des émissaires chercher des bras valides par force. Mais pensez-vous que des gens qui ont quitté leur terre d'origine, bravé les dangers jusqu'à atterrir sur cette terre paisible, pouvaient se laisser faire, pouvaient se laisser assujettir aussi facilement? Non, jamais. Eh bien, les émissaires sont allés rapporter à Smend que la population a dit non. Comment ça? Ces nègres-là, ces sauvages-là, ces chimpanzés, ces gorilles, comment osent-ils dire non à ma décision? J'irai moi-même les chercher. Il prend son cheval, il monte sur son cheval et il atterrit à Pégami. À son arrivée, il voit rassembler les bravos, vêtus de leur accoutrement, de leur tenue de guerre. Et à leur taille, on pouvait voir le quoi? Abadja, le fameux Abadja qui contenait les cartouches. Ils étaient armés de leurs fusils, de leurs machettes, de leurs lances, prêts à aller en guerre. Ah, ça n'a pas été facile. Ah, ça n'a pas été facile. Bon, vous voulez que je vous raconte ça encore? Non. Ça, c'est non, la bataille n'a pas été facile. Les hommes ont battu, combattu. C'était digne d'un film de Jackie Chan. Je vous assure. Et les hommes étaient tellement fatigués, les femmes sont rentrées dans la danse. Ah, elles ont pris des marmites, des pilons, mais durant toute la bataille, Smend était là, il observait. Il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur parce qu'il possédait une arme redoutable, une mitraillette. Et avec cette mitraillette, il a massacré toute la population. Il a tout brûlé. Il est rentré dans la case royale et il a pillé le trône royal. Les tam-tams, la flûte qui rassemblait tout le peuple d'Abomey et d'Akontimé. Il est rentré dans les concessions, il a volé tous les trésors des femmes, le kévi, les perles. Il a même volé des femmes. Et avec ces femmes, l'histoire raconte qu'il a eu des enfants. 3. Dans quelles conditions? Nul ne le sait. L'histoire raconte qu'il a aussi arraché un précieux trésor que les femmes conservaient, que nul homme ne pouvait voir à part leur mari, leurs perles de hanche. Dans quelles conditions? Nul ne le sait. Des années plus tard, Smend retourne chez lui là-bas en Allemagne, emportant avec lui tous les trésors qu'il avait ramassés dans cette bataille. Tam-tam, flûte, Abadja, perles, kévi,
et bien d'autres objets qui se retrouvent aujourd'hui là-bas, loin, en Allemagne, dans les musées. Kaka Ebea et le fou. Des vieux temps. Des vieux gens. Ah, au bout d'un J'ai rêvé. J'ai rêvé. J'ai rêvé. J'ai rêvé que tous ces objets sont de retour. Qu'on les a rapatriés, rematriés. Que le tam-tam a regagné. J'ai rêvé que le Kébi a rejoint le domicile des femmes. Poudre Benade. Et Kébi a trop bon à noir. Un poudre Benade. J'ai rêvé que aujourd'hui, l'histoire est racontée aux jeunes générations dans les écoles. J'ai rêvé que certains objets n'ont pas retrouvé leur terre d'origine. Que certains, on a réussi à les réanimer. Mais d'autres, on ne sait pas comment les utiliser. J'ai rêvé que certains objets se retrouvent aujourd'hui dans des musées. On coudrait la gestion des vieux. On coudrait Benade. Ah oui, j'ai rêvé que certains objets ont été revendus. J'ai rêvé que certains objets ont retrouvé leur terre-mère. Mais d'autres se sont retrouvés dans d'autres pays. J'ai rêvé que certains objets sont perdus. On ne savait pas quoi faire. Et on les a revendus aux Blancs. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Un camion. Fifiare. Un camion. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, il a eu un c'est un bout non. Il y a eu Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Des objets de tout ordre, et pas simplement des objets royaux, des objets symboliques forts, des objets aussi anodins que des cure-dents. Il y a une quarantaine de cure-dents dans les collections de Cologne. Des assiettes qui sont notées cassées au moment où elles sont prises. Cassées. Des pipes sans tube. Enfin, vous voyez, et quantité d'objets dont on découvre maintenant, comme tu l'as dit au début, la richesse de sens, mais qui, au moment où elles étaient prises, ont été prises par, on ne sait pas trop, par boulimie, la boulimie coloniale, l'idée de prendre le plus possible. Est-ce que c'est l'idée encyclopédique? Est-ce que Sment était suffisamment formé peut-être pour avoir une idée de ce que c'était une collection encyclopédique, c'est-à-dire il faut avoir un exemplaire de tout ce qui existe dans le monde. C'était un peu la folie du 19e siècle, des Lumières au départ, mais du 19e. Il fallait, l'idée qui présidait au musée, c'était qu'il fallait qu'on ait un objet de tout ce qui existe sur Terre. Et que le musée devait être l'objet, le lieu où on pouvait... Donc le cure-dent fait partie des choses qu'il fallait... Ces objets donc, sont arrivés là. Sment, dans sa garnison, sont repartis un jour. Il est parti en 1906, il est arrivé en 1900, il est reparti en 1906, dans des bateaux qui sont arrivés à Hambourg, ensuite ont pris le Rhin, ils sont arrivés à Cologne, et ont été ensuite distribués, soit les soldats eux-mêmes qui étaient dans le régiment allemand les ont vendus, il y avait des marchés, ça se revendait, et c'était les gens mettaient beaucoup d'argent. Ce cure-dent précisément n'a pas été vendu, mais il y aurait des gens qui auraient été capables de mettre beaucoup d'argent dans un cure-dent parce que c'était quelque chose d'exotique.
et vont, pour certains, les donner au musée de Cologne, dont justement le Rautenstrauch et le Joos, ces deux familles étaient des familles pas exactement cousines, mais quand même du même monde que le Sment qui était ici officier. Ces objets sont stockés depuis donc plus de 120 ans et s'inscrivent dans le projet aussi dans une autre logique. Il y a ce kai rematriation. C'est-à-dire on ne parle pas de rapatriement ou de repatriation, mais de rematriation. L'idée de rematriation, c'est d'inscrire, de ramener un propos autour de ces objets qui n'est pas le propos, disons, dominant, le récit historique dominant ou colonial ou officiel, qui est plus produit par des hommes, mais de ramener plus à un autre discours qui est peut-être plus sensible, plus ancré dans une vie quotidienne, dans le ressenti de la colonisation. C'est-à-dire, nous, on n'est pas dans la date, dans la précision, l'exactitude historique, mais dans un retour, disons, vivant et réactualisé. Autour, comme tu l'as dit, je ne sais plus si c'était ici ou à la télé tout à l'heure, de faire un pari que par ces récits féminins, qui ne sont pas forcément uniquement des récits de femmes, hein, c'est un point de vue, c'est ce point de vue qui n'est pas un point de vue, disons, dominant de l'histoire écrite ou de l'histoire masculine, d'arriver à une autre dimension plus touchante et qui permet peut-être de réinscrire les choses dans l'actualité aujourd'hui. On a pu voir dans l'expérience qu'on a eue, vous n'étiez pas là, mais la semaine prochaine on fera le premier public en fait qu'on souhaite des racontotes, ce sont les gens d'Agotime elles-mêmes. C'est le vrai public, le vrai vernissage du spectacle. Il faut que ça marche auprès des gens qui nous ont raconté ces histoires et est-ce qu'ils vont se reconnaître aussi dans la forme et dans le récit. Mais quand nous étions allés, vous avez fait 6 séances en tout. Moi j'étais à la dernière parce qu'on est arrivé vendredi. Sur ces sujets-là, on nous attendait un peu au tournant rematriation, on le disait un peu timidement, on va dire qu'est-ce que c'est ces wokistes qui arrivent là avec des idées européennes, de machin, et on nous a répondu très rapidement, on ne vous a pas attendu, sous-entendu les Européens avec vos idées soi-disant progressistes sur les histoires de genre. Nous, la question du genre et de la question de la répartition du pouvoir entre les hommes et les femmes, c'est un vieux sujet ici. Et depuis 1930, on se bat contre un vrai problème que parmi les Agotime, où il y a 27 chefferies, il y avait au départ 2 sièges. Ce ne sont pas les Tokbezikpe, c'est un autre nom qui m'échappe maintenant, mais il y avait un siège qui était le lieu du pouvoir des femmes, et l'autre celui du pouvoir des hommes. En 1932, sous l'impulsion coloniale anglaise, puisque les Agotime sont toujours à cheval, on a fusionné les 2 sièges. Ce qui a créé d'abord une centralisation Agotime qui n'existait pas avant, c'était un système plutôt fédéral, on va dire, et là du coup il y a un siège qui fusionne tout, et tout le système matrilinéaire des systèmes traditionnels de pouvoir des femmes se sont retrouvés avalés par les hommes finalement. En faisant d'autres recherches, et là c'est mon rôle de chercheur, si vous voulez, d'apporter ces éléments aussi à la pièce. Hein. Moi je ne suis pas un homme de théâtre directement, je suis plutôt quelqu'un qui suit dans les coulisses du théâtre et qui essaye de nourrir le théâtre avec des idées. Après vous en faites ce que vous voulez, on me coupe la parole parce que ça fait chier. Donc moi je suis toujours celui qui emmerde un peu parce qu'on ne sait pas quand il finit ses phrases. Mais la conclusion, est dans des recherches que j'ai pu faire rapidement après, c'est que beaucoup de gens tombent d'accord que finalement les sociétés précoloniales étaient beaucoup plus équilibrées de ce point de vue-là, sur ces questions de genre. Que beaucoup de structures traditionnelles comme l'héritage matrilinéaire par l'oncle maternel, par exemple, a été supprimé par les Allemands d'entrée. Ils ont projeté leur modèle européen du 19e siècle classique qui a créé aussi un désordre, mais a aussi mis les femmes dans une ombre qui n'était pas celle qu'elles connaissaient avant la colonisation. Donc souvent on entend, je passe les questions de genre, de sexualité, enfin on va retrouver ça un peu partout. Pourtant on va entendre aujourd'hui des élites politiques
qui vont dire oui, ces idées européennes viennent nous pourrir notre... En réalité, ce sont des idées coloniales qui montrent, qui font l'impasse sur ce passé qui est finalement loin, mais qui avait déjà trouvé des solutions à ces questions-là, notamment la question du pouvoir entre les hommes et les femmes. Les Agotimé, aujourd'hui, là, la semaine dernière, nous rappellent que c'est une de leurs préoccupations et qu'ils sont tout à fait en mesure d'aller chercher... La première chose qui me vient à la tête, c'est pourquoi c'est maintenant. On aurait pu commencer plus tôt ces recherches. On aurait pu... beaucoup forcément pensent la même chose. Beaucoup ont nourri cette réflexion. Mais se jeter à l'eau, on aurait pu le faire plus tôt que ça. Mais aujourd'hui, quel doit être l'apport de nous qui sommes ici, qui avons suivi ce spectacle, qui nous rappelle ce qu'on nous a appris à l'école. Et c'était dans les cours d'histoire géo, dans l'histoire, on disait qu'il était venu, donc il a eu un premier échec, il est reparti 3 jours plus tard, il est revenu brûler tout le village. Et on se rappelle quand les professeurs, disons les maîtres d'école, parce que ça a commencé au CM1, CM2, et puis après en classe de 4e, je crois. Et c'était souvent une tristesse quand on arrive sur ce chapitre. Maintenant, aujourd'hui, je crois qu'on a besoin d'espace. Espace de diffusion, espace d'écoute et espace de réveil de conscience. Parce que quand on permet aux gens d'avoir l'information, on permet aux gens de commencer par réfléchir à la chose, ce qui doit l'accompagner, je crois que c'est l'éveil de conscience qui permettra à chacun d'apporter du sien pour qu'on puisse arriver concrètement à cette restitution qui ne sera pas seulement matérielle, mais le côté immatériel qui est au fait la richesse autour de laquelle nos grands-parents travaillaient, les richesses qui leur permettaient d'entreprendre ensemble, comme cette recherche justement où ce n'est pas une seule personne qui s'est levée qui dit bon voilà, j'ai pensé à la chose, je me lève et je vais aller faire des recherches, mais il a pu mettre autour de lui un certain nombre de personnes. Et également pour la restitution, c'est une question de femmes et nous n'avons pas vu seulement une seule femme venir faire le récit. Elles sont au nombre de 3, comme quoi nous sommes toujours aujourd'hui condamnés à travailler ensemble comme les 5 doigts de la main pour que nous puissions vraiment transformer en réalité tout ce qui est nos rêves qui ont été volés et les rêves que nous nourrissons aujourd'hui qui sont les nôtres. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons, n'est-ce pas, les transformer dans la réalité. Merci beaucoup. D'abord, je félicite les acteurs qui ont fait la restitution. Merci beaucoup. Ok. Ma première question, c'est pourquoi ce sont les femmes que vous avez choisies et pas un garçon pour raconter. Bon, le choix des femmes. Non, j'ai rien contre les femmes, j'aime les femmes, mais je veux que vous essayez de nous apporter un peu plus d'explications, puisque l'histoire là intéresse. Voilà. Et la deuxième question, est-ce que vous envisagez par ce moyen faire rapatrier ce qui a été volé matériellement, ou bien c'est seulement l'apport immatériel? Merci. C'est toi qui as pu poser la première question. Pourquoi maintenant? Bon, il faut toujours un début, parce que nous ne voyons que la chose entre blanc et noir. En réalité, ce problème s'est toujours posé entre blancs eux-mêmes, entre noirs eux-mêmes, entre jaunes eux-mêmes. Le pillage. Quand on va conquérir un territoire, un peuple, on pille, on casse tout. Et on vole tout. Mais parfois, il y a des objets symboliques qu'on négocie pour récupérer. Il faut payer un tribut ou quelque chose comme ça. Ça, c'est fait entre nos peuples partout ici, dans tous les peuples. Partout. Ça, c'est toujours fait comme ça. Bon,
Maintenant, bon, c'est l'occasion parce que les Africains, entre autres, ont constaté que leurs objets sont dehors. Sans cette extériorité, ils ne les connaîtraient même pas, puisque tout a été cassé, nos sociétés détruites, etc. Lorsque, au Bénin, on a rapatrié certains objets du Dahomey de l'époque, hein, j'ai vu des sièges, des fauteuils, mais on dirait de la dentelle, tellement c'est fin, tellement c'est extraordinaire. Donc, ces choses-là n'existent plus aujourd'hui. Donc, vous voyez, ces choses nous rappellent un certain passé qui nous a échappé, puisque nous avions été vaincus et nous avons été dépossédés. Donc, par rapport à tout ça, maintenant, les gens parlent de réparation, réparation, réparation. On va réparer quoi? Et qui va réparer? Qui va payer? Ben, les Européens d'aujourd'hui, ben, ils n'y sont pour rien. C'est leurs ancêtres. Et ceux qui ont été vaincus, ce n'est pas nous d'aujourd'hui, c'est nos ancêtres. Donc, comment on va régler ça? Parce que je me souviens, lorsqu'il y a eu le FIHA, Festival d'histoire d'Anéhol, l'année dernière, il y a des Antillais qui sont venus et il y en a l'un d'eux, vraiment, c'était sa marotte, quoi. C'est-à-dire la réparation, la réparation, la réparation. Hein. Il voulait me recruter même dans son équipe. Je disais non, non, non. C'est vos histoires de réparation là. Moi, je ne sais pas. Parce que entre nous-mêmes, il faudrait faire des réparations. Parce que nous nous sommes combattus, nous sommes vaincus, etc. Les Européens eux-mêmes. Hein, la France, l'Allemagne, etc. Bon, il y a eu... c'est les vainqueurs qui ont pénalisé les vaincus. Mais le problème tel qu'il se pose, c'est de réfléchir parce que c'est la guerre. Pourquoi toujours faire la guerre? Pourquoi toujours conquérir l'autre? Pourquoi le piller, etc. Je crois que la réflexion doit nous mener de ce côté-là. Parce qu'on parle des objets, mais et les vies enlevées? Et les esclaves, tout ça là? On n'en parle pas. Donc je crois que la réflexion doit nous mener de ce côté-là. Pourquoi faut-il toujours violenter son prochain quand on n'a plus de force que lui, hein? Et puis souvent, quand on creuse les choses, c'est pour des peccadilles, des histoires sans queue ni tête. Si vous lisez par exemple l'histoire du Moyen-Âge européen, mais il fallait voir les causes des guerres. Mais c'est complètement stupide. Un chevalier a jeté un regard sur une femme qui est à l'autre, ça suffit pour déclencher la guerre. Donc, toutes ces bêtises, on les a vues un peu partout, hein, chez tous les peuples. Donc, je crois, à mon avis, que, bon, c'est pris, c'est pris. Et, bon, qui peut les obliger à restituer? Parce que c'est une affaire de rapport de force aussi. Ceux qui détiennent ces objets-là, ils sont toujours plus forts que nous. Alors, comment récupérer ce... Bon, même si on devenait plus fort que faire la guerre pour des objets, encore, donc tuer des vies humaines. Donc, le problème est là. Que faut-il faire? Comment nouer des rapports entre les vainqueurs et les vaincus, hein, pour que les choses se tassent d'une certaine façon. Donc, voilà un peu ce que je dis pour l'instant. Le problème de la restitution des biens spoliés ou est complexe, comme on vient de le voir. Je m'en suis occupé pendant les trois ou 4 dernières années aux côtés du ministre de la Culture. Mais en réalité, c'est un positionnement stratégique, comme la culture d'ailleurs, que les Africains n'ont jamais vu comme étant quelque chose de précieux. Bon, donc, tous les pays le font avec des stratégies différentes. Par exemple, ce qu'on vient de voir, est-ce qu'on va rapatrier et que le rapatriement ou, enfin, je ne sais pas, la restitution sera un prétexte pour pouvoir réfléchir sur le passé. Des gens ont dit, bon, si c'est ça, eh bien, les recherches sur le passé, tout ce qui va être fait, le va-et-vient entre nos sociétés passées et les sociétés passées européennes, ça va se faire avec les moyens de ceux qui ont pris nos biens. Les Ghanéens, eux, ils disent carrément qu'on doit leur donner une masse d'argent,
on doit leur donner de l'argent, etc. Donc chacun ne le prend pas de la même façon. Mais bon, parce que là on n'en parle pas. Il y a beaucoup de macabées dans les musées allemands. Il y a beaucoup de nos ancêtres qui sont encore dans leur... qu'ils ont gardé dans leur musée. Parce que le problème se pose en termes de comment dit-on, il faut construire des lieux de mémoire, il faut construire des lieux de mémoire, il faut mettre ça dans l'éducation scolaire et il faut que ce soit un prétexte pour pouvoir mieux connaître le passé. Voilà. Merci de l'honneur qui nous a fait de nous inviter à cette restitution. Je suis curieux par rapport à la vie du blanc là, qui voulait devenir théologien et qui est devenu un monstre là. Je ne sais pas comment, si son père lui avait accepté la position, peut-être que le destin... Ah d'accord. D'accord, donc c'est pas ce qui adviendrait si l'on papa l'avait envoyé en théologie. Alors, l'autre question est celle-ci. Au début, on a été prévenu que ce serait des mensonges. Bon, pas totalement des mensonges, mais il y aura de l'exagération dans le récit. Et elles en ont vraiment mis. On en a eu notre dose. Maintenant, m'adressant à l'anthropologue, c'est ça, non? Alors, est-ce qu'il fait la part? Est-ce que tout ce qu'ils sont allés écouter là, comme ils sont là, c'est tout ce qu'il a pris pour... il a donné quitus à tout ça, il a pris ça comme ça, ou bien... nous, on est artistes, hein, on peut exagérer. Mais est-ce que c'est pareil chez lui aussi? Parce que il y a des pages de l'histoire togolaise, même à cet âge-là, on se rend compte que c'est des mensonges. On me disait qu'en ce temps qu'à Gokoli, il y avait mis des testons de bouteilles dans de l'argile pour recueillir leur sang pour pétrir le voilà. C'est le mythe. Alors, justement, est-ce que vous êtes préoccupé de cet aspect-là, ou bien vous mettez tout dans le même panier et puis même Kevin, voilà. D'accord. Eux, c'est pas leur cas qui me concernant vous. Alors, la dernière question, elle est celle-ci. On a vu le spectacle en 2 langues. D'accord. Autant nous servir tout ça en français ou en Évé Kareba. Alors, ça évolue, ça traduit. Alors, c'était quoi là? Quelle est la raison de cette option de mise en scène? Merci. Sinon, moi, c'est juste pour compléter un peu, puisqu'on est déjà, l'idée est déjà lancée, l'idée de Kevin est déjà lancée, par exemple. Alors, moi, c'est plutôt, je voudrais dire un grand merci à nos braves sœurs. Et après, c'est ce qui m'a manqué, et ça c'est un souhait, d'entendre aussi quelques explications liées aux différents objets, à l'utilité de certains objets. Par exemple, quand on parle de Kevin aujourd'hui, nos jeunes frères ne savent pas ce que c'est. Voilà, c'est un peu parler un peu plus de l'utilité de ces différents objets spoliés. Merci. Une pochette traditionnelle tissée avec les fils de... Par exemple, nous avons ceci, les branches là, c'est avec ça que c'est tissé et les femmes utilisent pour mettre leur trésor dedans. L'argent, les coris, voilà. Oui, mais tout objet précieux. Voilà, merci. Et je veux aussi ajouter quelque chose. C'est que à ce jour, les gens viennent encore acheter des objets traditionnels et les repartir en Europe et les vendre ou bien mettre dans leur des galeries, oui, si. Pourquoi pas. On dit Kevin Troagbado, c'est comme ça, ceux de Kevin, leur nom s'explique. C'est-à-dire que nos mamans mettaient leur pagne, les habits, oui, voilà, c'est ce que...
Oui, comme vous avez dit pochette, c'est pour ça que je voulais... pochette, c'est petit. Voilà. Il y a petit aussi, il y a grand aussi. Pour répondre partiellement à certaines questions, pourquoi maintenant? Alors, d'abord, il faut savoir que dès le lendemain des indépendances, l'OUA, à peine créé, c'était un des premiers points. Le retour des objets pillés durant la conquête, par la force, Donc ça a été exprimé clairement par la première génération des élites politiques de la post-indépendance. Ensuite, ça a été enterré progressivement pour à la fois des stratégies muséales européennes et des lâchetés ou des collaborationnismes, on va dire, des élites africaines qui n'ont pas voulu avoir le courage de se lancer dans ce débat-là, de peur de perdre des intérêts, des avantages en se mouillant sur ce terrain-là. Si aujourd'hui ce terrain-là revient, je pense que c'est que l'Occident et les anciennes puissances coloniales, si on veut, pour aller très vite, sont aujourd'hui à un point de tournant de l'histoire de la modernité, si on veut. Alors, c'est un point de vue qui paraît que j'exagère un petit peu, mais depuis le XVIIIe siècle, l'Occident s'est pensé comme le centre du monde. Il ne l'est plus. Et il ne l'est plus économiquement. C'est le Pacifique, c'est là où il y a le plus de concentration de capital. C'est là où ça se passe du point de vue économique. Ça ne veut pas dire que du point de vue symbolique, il se passe des choses beaucoup plus intéressantes ailleurs. Mais du point de vue économique, le pôle, il est là. La France se trouve très concrètement en obligation de négocier d'autres termes avec d'autres pays. Elle n'est plus du tout dans le même rapport de domination qu'elle pouvait avoir avant. Il y a une autre concurrence et les objets viennent jouer. Et c'est pour ça que je pense que là, il y a une concordance, si vous voulez, entre négocier ces marchés captifs, ces marchés post-coloniaux qui étaient captifs, négocier dans l'indépendance des garanties que les États fraîchement indépendants étaient obligés d'acheter des produits des ex-colonies, quoi. C'est ça que je veux dire par captif. Ces contrats-là sont en train de s'effilocher. Il faut trouver d'autres manières de garder ces marchés. Et chaque jour, si on prend la France, des marchés se perdent. Les Chinois, les Indiens ou des Nigérians ou autres, pas seulement aussi à l'intérieur du continent, perdent des parts ces anciennes puissances perdent des parts de marché, et donc l'objet vient en négociation pour ça. On vous rend une part de votre patrimoine et en échange, on espère vous vendre 10 bouteilles de lait à prix fort, en CFA tant qu'à faire. Pas en CEDI ou en Naira, mais tant qu'à faire, comme ça on sait exactement ce qu'on a. Donc là, je pense qu'il y a un concours de circonstances qui s'est matérialisé concrètement par le discours d'abord de Macron. Il faut bien de temps en temps lui accorder quelque chose de positif. À Ouagadougou en 2018, je crois, où il dit que 80% du patrimoine matériel africain se trouve en dehors de l'Afrique. Il est temps de changer les choses et il appelle d'abord à un inventaire des objets à restituer. Il demande à Bénédicte Savoy et Felwine Sarr, deux intellectuels franco-allemands et sénégalais, de faire un bilan et un point de quels objets, à partir de quand peut-on considérer qu'un objet est restituable. Eux considèrent que c'est à partir du moment où c'est dans un rapport de violence. Mais quand commence un rapport de violence? Et ça nous a été dit, vous l'avez aussi évoqué dans le je ne sais pas si c'était présent dans ce passage-là, mais la violence commence par la peur ce n'est pas forcément parce qu'on se fait tuer quand on ne donne pas un objet. C'est le fait d'être... c'est la crainte du dominant. Si on sait très bien que si on ne donne pas l'objet, on va mourir, on va perdre des avantages. Donc c'est un rapport de domination de ce type-là. Donc, Felwine Sarr et Bénédicte Savoy ont constaté que sur ces 80% d'objets restituables, 90% de ces objets-là, encore, relevaient d'un rapport d'asymétrie de violence, quoi. Ça ont été donnés, rien ne permet d'attester, et plutôt le contraire, que les gens qui ont donné les objets étaient d'accord pour les donner vraiment. Ils l'ont fait sous pression. Donc à partir de là, il n'y a plus de discussion.
pour répondre à la question de Gbadamassi, est-ce que la question de la restitution concrète, ça nous a été posé très, très directement à Agotime, ou ce qu'on a senti aussi comme dans notre dimension émotionnelle et artistique, l'émotion profonde que ressentaient les gens à voir des objets ordinaires. Les gens pleuraient, étaient dans des moments de vraiment affectés, et enfin très touchés qu'on montre ces objets et qui étaient des kévis et des choses, des petits bracelets, des trucs. Et effectivement, aujourd'hui, la situation est telle, et là elle a bien changé, c'est-à-dire que si une proposition communautaire vient, c'est pas moi qui peut le décider, mais politiquement, elle a bien des chances d'arriver et que ces objets pourraient un jour, dans un conteneur, arriver à Agotime, à Jakpa, ou un autre à Agotime. Alors après, la question de comment ça va se passer, c'est un truc à... Mais on est dans la réalité de cette chose-là, c'est pas une fiction. Et il n'est pas... on en parlait encore hier, il y a des chartes qui sont écrites à ce propos-là, qu'à partir du moment où la décision est prise de la restitution, les anciens propriétaires n'ont plus rien à dire sur ce qui est fait des objets. Comme si un voleur avait quelque chose à dire à celui à qui il a pris la voiture quand il la rend. Il dit oui, mais ne la gare pas au soleil. Hein. Non, c'est pas possible. Si le voleur rend sa voiture, il n'a plus rien à dire sur la voiture qu'il a volée à la personne. On est d'accord. Donc, pour répondre très rapidement, comme je suis bavard, comme dit, je sens qu'il commence à s'énerver. Il commence à... L'anthropologue et l'artiste. D'abord, je ne suis pas sûr que c'est des mondes complètement différents. Et moi, l'anthropologie que je pratique, c'est une anthropologie du récit. Ce qui m'intéresse, c'est comment on construit des récits. Je ne considère pas que c'est une science très objective. L'histoire l'est peut-être plus, parce qu'elle crée des dates. C'est plus la façon dont, même si c'est faux, ou disons si ce n'est pas vérifié, un récit raconte toujours quelque chose des gens. Même si on ment, on dit quelque chose d'intéressant sur soi. Le mensonge, parfois, est plus révélateur d'une vérité. Les comédiens, c'est presque la devise du comédien. C'est Diderot, je crois. C'est dans le mensonge qu'on est aussi parfois le plus authentique. Donc, ces récits... Alors, je ne sais plus de quel... Tu disais mélanger les récits. Je ne sais plus de quel récit. Je n'ai pas bien compris de quel récit on pouvait mélanger. Mais... Oui. Ouais. Donc c'est à suivre. On va aller dans plusieurs lieux. Peut-être on ira chez toi dans le pays Moba, pardon. On essaie de prendre des lieux parce que c'est plus facile. Alors c'est peut-être une erreur de méthode, mais des lieux réputés où il y a eu des répressions, où il y a eu des collectes avérées, parce que souvent quand il y a eu Agotime, chez les Kokomba, Moba, il y a des révoltes qui ont défrayé la chronique, qui sont documentés et où on peut savoir que ces objets ont été pris pendant ces moments-là et le récit reste vivant. Comme tu disais tout de suite, on en sait. Un exemple d'objet confisqué sur la côte ici. Vous savez, en 1785, il y a eu une petite guerre entre les Guins contre une coalition, la Pédafon du Dahomey. Et le général Laté Béou Lawson, qui dirigeait le général de l'armée Guin à l'époque, il est tombé dans un piège, son armée a été massacrée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris son crâne, sa tête qui a été coupée, et ils en ont fait un fétiche. Vous allez à Damé encore aujourd'hui, il y a le grand fétiche là à l'entrée du village, et c'est la tête de Laté Béou qui est dessous. Hein? Mais les gens n'osent pas tellement évoquer ça, parce que réclamer, on ne peut pas réclamer, puis ce serait avouer une défaite aussi, etc. Puis c'est tellement compliqué ces choses-là, hein? Parce que les problèmes d'Anéro, c'est compliqué. Hein? Donc ça ramènerait très loin. Donc, vous voyez, les restitutions, ça peut se ramener entre nous aussi. Hein? Donc, il y a plein de problèmes comme ça. Des choses qu'on a pris aux autres, etc. Bon, il y en a plein, il y a plein d'exemples comme ça. Et même parfois, quand on conquiert un territoire, un village, etc., on change le nom. Et avec le temps, on dit non, mais des historiens, des chercheurs disent non, ça s'appelait comme ça avant. Les gens disent ah non, c'est faux.
C'est-à-dire pour effacer l'autre, quoi. Hein? Il y a plein de choses comme ça et il faut y réfléchir et retravailler notre histoire, c'est-à-dire évacuer les mythes. Hein? Comme il a parlé de Agokoli tout à l'heure, les mythes, parce que Agokoli était un putschiste, donc il était très détesté. Pourquoi? Chez les Angouachins là-bas, quand tu es roi, tu règnes 2 ou 3 ans, pas plus. Après, tu dois te donner la mort. C'est pour éviter la dictature. Mais lui, quand il est arrivé, il a refusé, il a liquidé tous ceux qui pouvaient l'en empêcher. Et c'est comme ça qu'il y a eu une mauvaise presse. On a traficoté l'histoire contre lui. Et lui, il est resté à vie, quoi. Donc, les 150 mandats, ça ne date pas d'aujourd'hui, au Togo. Ouais. Tu veux répondre sur le plan artistique? Vas-y. Alors, donc il y a eu 2 questions qui nous concernent, c'est ça? La première question, c'est sur le Kévi. Je crois qu'on a répondu d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que aujourd'hui, les gens ont perdu l'utilisation du Kévi, mais il y a encore certaines mamans qui ont gardé le Kévi. Donc, le travail est à mi-chemin. Mi-chemin parce que ça peut conduire à un spectacle d'1 heure avec des détails de certains objets qui appartiennent à Gotimé. Là, on les a juste évoqués. On les a évoqués pêle-mêle dans le récit. Par exemple, quand on parle d'Agbadia, on ne l'a pas vraiment expliqué, mais on sait que pour aller à la guerre, il faut l'Agbadia. Donc, on a trouvé 3 Agbadia dans les objets. Donc, qu'est-ce que c'est que Agbadia? Il faut l'expliquer aux gens aujourd'hui. Ouais. Donc, mais c'est traditionnel parce que ça comportait plusieurs éléments. Ensuite, quand il parle du Kévi en tant que trésor des femmes, ou bien le collier, il y a un collier, c'est la perle de la hanche là. Il paraît que pour les femmes, on ne les voit jamais, mais c'est dans la collection. Et il y a plusieurs objets comme ça qui sont dans la collection. C'est vrai que on les a poussés à bien mentir, mais au-delà du mensonge, il y a clairement des réalités qui sont là. Et le choix entre le français élevé, je crois qu'à un moment donné, au niveau de nos spectacles, il faut qu'on s'approprie nos spectacles. Parce que la plupart des gens qui viennent au spectacle, forcément, ne comprennent pas grand-chose. Qu'est-ce qui nous reste? Parce qu'on parle de la restitution des objets, mais il y a notre dignité qu'on brave, on brade. Donc, il faudrait qu'on puisse retrouver ça. Ce n'est pas pour rien qu'on retrouve Komari Pab en train de nous parler Bouba Abina. Et ça donne quelque chose de très bien. Vous voyez oui, il faut se dire que le Togo est un. Pourquoi on ne veut pas entendre la langue des autres? Parce que moi, je ne peux pas dire un mot du Mouba actuellement. Mais elle a fait l'effort de parler Bila, il faut l'encourager. Elle a parlé. C'est pour ça qu'au préalable, on a voulu qu'elle pose le fait qu'elle soit Mouba et qu'elle parle Mina comme ça. Le Mina du Moba. Le Mina du Moba. En fin de compte, on n'a pas eu 2 langues. Hein. On n'a pas eu le français et le Mina. On a eu le Moba Mina. Donc, en tout, on a eu 3 langues dans le spectacle. Donc, s'il y a, par exemple, à côté, un Kabien qui aussi s'exprime, une femme Kabien qui veut s'exprimer, pour nous, c'est carrément bien, c'est exotique.
Bon, pourquoi on a pris les femmes? Parce que les paroles des femmes, on ne les entend pas trop. Et c'est un choix pour ce projet de prendre des femmes. Et quelles sont les femmes qui sont dans le spectacle? Moi, on a, avec Chicha ici, on a encadré un master théâtre-éducation. Et les trois en faisaient partie. Et on se dit, qu'est-ce que le pays offre à ceux qui sont formés? Pas grand-chose. Autant les récupérer, leur donner la chance d'évoluer et donc de finir notre formation imparfaite. Parce qu'une formation théâtrale à l'université ou quelque part, c'est une formation imparfaite. Parce qu'il faut aller sur le terrain, voir les réalités et ça donne autre chose. Et nous, notre choix, Marcel et moi, depuis un certain temps, c'est de partir de l'improvisation et de trouver quelque chose. Donc, ce n'est pas au départ de prendre un texte écrit où les gens vont bûcher et après commencer un travail. Nous, on peut, par exemple, à travers l'improvisation, commencer l'écriture et après l'aboutir. Donc, c'est un choix. Il y a des gens qui choisissent le classique, des gens qui choisissent d'autres formes. Nous, c'est ce qu'on a choisi depuis un certain temps. Et pour nous, on ne dit pas que c'est la bonne méthode. C'est une des méthodes pouvant permettre aux comédiens de se lâcher. Donc, voilà. J'espère que vous avez compris notre choix. Je vais juste compléter ce que Gaëtan vient de dire. Oui, nos comédiennes sont méritantes, pour ne pas dire mériteuses. Bah oui. Voilà. Donc non, mais elles sont méritantes parce qu'il faut se rendre compte aussi que c'est un travail qui a commencé pour elles que lundi et on est jeudi aujourd'hui. Avant lundi, voilà. Avant lundi, il n'y avait rien, pas même le point d'un i. De texte ou d'idée de ce que ça allait être. Le travail en amont, c'est-à-dire les visites dans les villages, les visites dans les villages à Gomé, à Gotim et tout ça, on les a faites, Gaëtan, Bernard pour la dernière partie et moi, plus Fidèle et puis Monsieur Konou qui est notre contact là-bas à Palimé qui nous amène voir les chefs traditionnels. Donc les filles ne savaient absolument rien de ce qu'elles allaient faire. Donc voilà, c'est vraiment un boulot qu'elles ont abattu pour vous présenter ce que vous avez vu. Donc bravo. Gaëtan a parlé de pourquoi c'est un choix, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas que des femmes. Ça aurait pu être 5 femmes si on avait les moyens, pourquoi pas. Ça aurait fait plaisir parce que c'est bien de les entendre aussi. Et dernière chose que je veux dire, c'est la transmission. Voilà, nous sommes les aînés. Et qu'est-ce qu'on peut faire sans avoir à organiser de stages de formation ou autre chose? Voilà, c'est des actions comme ça, de côtoyer ceux qui nous suivent et de transmettre un peu de ce que nous savons, de transmettre un peu de notre façon de travailler aussi. Voilà, donc merci à vous. Le travail continue, ouais, c'est pas fini, c'est pas terminé, donc ça continue. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui veulent prendre la parole. Oui, non? Ok, donc je vous remercie parce que c'est seulement hier qu'on a commencé à appeler les uns les autres, à faire une petite affiche qu'on a envoyée. On a même oublié le nom de Marie Pab Gigani. Lamboni, on l'a même oublié sur le
le dossier. Donc, Pape Gigani, c'est pas son nom, c'est son prénom. Elle est Lamboni. Donc, je tiens à le préciser. Donc, il y aura le lundi, on est à Kpalimé. On présente à Kpalimé, à Gomé-Kpalimé, devant le chef, les notables et d'autres personnes d'Agomé-Kpalimé. Quand on parle d'Agomé, il y a Agomé-Kpalimé, Agomé-Yo, Agomé-Koussountou, Agomé-Tomegbe. Donc il y a en tout 5 Agomé. Et si nous voulons parler d'Agotimé, il y a plusieurs Agotimé. Et donc, tout comme on vous dit que c'est un choix, on a fait le choix d'aller à Agotimé à Djakpa, qui n'est pas loin de la route. Vous allez à Moussoukopé, vous prenez à gauche et à 5 km, vous êtes à Agotimé à Djakpa. Comment? Oui, c'est le Ronier. Et donc, après, on a fait le choix de Agotimé Nitoué et Agotimé Zoukpé. Zoukpé, c'est à la frontière, vous allez à Agou. Vous prenez 25 km de piste et vous allez à la frontière, vous avez Agotimé Zoukpé. Donc, pour les 25 km, il faut compter 1h10 parce que la route existe à l'état de fantôme. Donc, il y a tout ça, donc on l'a fait, on continue de le faire. Et donc, voilà, merci à vous d'être là. Je suis Ayayi Togo Tapedouama, enseignant-chercheur. Bon, c'est un spectacle original sous la forme d'un conte théâtralisé et qui nous parle de la restitution des objets volés par les colons, l'Allemagne entre autres. Et c'est une façon de nous donner à réfléchir sur un fait historique qui a, disons, traumatisé nos peuples. Parce qu'encore aujourd'hui, si les Africains veulent voir les objets, les arts d'il y a 1, 2, 3 siècles, c'est dans les musées européens qu'on les voit. Regardez, récemment, le Bénin s'est fait restituer quelques objets par la France. C'est des objets royaux d'une beauté incroyable. Donc, c'est là qu'on a pu voir ces objets-là parce qu'aujourd'hui, ces objets n'existent plus puisque nos sociétés ont été vaincues, détruites et ont véritablement changé. Et on nous a imposé un autre modèle. Tout ce qui est africain, c'est de la barbarie, il faut oublier. Donc, par rapport à tout ça, je crois que au-delà de la restitution elle-même, il faut penser au rapport de force, au rapport de violence qu'il y a entre les peuples. Pourquoi doit-on être violent? Pourquoi doit-on massacrer l'autre pour acquérir des biens? Voilà le problème tel qu'il s'oppose. Certains parlent de remboursement, il faut payer ceci, il faut payer, mais une vie humaine n'a pas de prix. Ceux qui parlent de restitution, de remboursement, je ne vois pas comment ils vont évaluer la chose. Je crois que c'est une erreur d'essayer d'évaluer une vie humaine. Le problème tel qu'il est, il peut se retourner contre nous-mêmes, entre nous peuples africains. Nous nous sommes combattus. Nous avons pris des objets chez les uns, chez les autres. Nous avons décapité des gens, nous avons fait des tas d'horreurs, comme les Européens ont fait avec nous également, et qu'ils ont fait entre eux. Donc par rapport à ça, je crois que c'est mon point de vue. Il faut réfléchir sur la barbarie dont les humains sont capables entre eux. Alors que nous revendiquons tous de la civilisation, mais nous faisons toujours le contraire. Pourquoi user de force, pourquoi user de barbarie envers l'autre? Pour le voler, pour le piller, etc., ou le réduire en esclavage. Donc la réflexion, à mon sens, devrait aller de ce côté-là. Alors bon, déjà, comme tout début de spectacle, on ressent quand même un petit peu de stress, de trac dès qu'on voit le public arriver, parce que voilà, on se dit, ça commence par se concrétiser. Et
Au début, donc lundi, lorsqu'on est arrivé là, comme l'a dit nos aînés tout à l'heure, on n'avait aucune idée du sujet sur lequel on allait travailler. On n'avait aucune idée de ça. Et donc lundi, on a eu une première séance où on nous a expliqué donc le projet et le sujet. Et oui, et puis voilà, on a vu les images des objets qu'ils ont emportés. Et comment dire, personnellement, c'est touchant. C'est touchant de rentrer en contact avec cette histoire-là, bien que parfois à l'école, on nous a parlé de ça. Il y a des détails auxquels on n'avait pas, dont on n'avait pas connaissance. Donc, écouter cette histoire et surtout le témoignage des populations lorsqu'ils sont partis les voir et comment dire, les réactions qu'ils ont eues. On a eu des anecdotes qui n'ont pas malheureusement partagé avec vous ce soir, mais nous, on a eu la chance d'écouter des anecdotes sur cette rencontre-là qu'ils ont eue avec les populations d'Agomé et d'Agotime, et c'était vraiment très touchant. Et c'est avec cette émotion qu'on a travaillé. Donc cette émotion nous a habités et on a essayé de travailler avec ça. Et ce soir, moi particulièrement, j'ai été très contente de voir que le public a été très réceptif de ce qu'on a donné. On avait, au début, on se disait, est-ce que, mais finalement, les gens ont vraiment aimé. Et voilà, on a passé un très bon moment. Et voilà, moi, je suis particulièrement heureuse, quoi. Il faut dire qu'on a l'habitude de travailler ensemble. C'est pas la première fois. Donc, forcément, il y a déjà une complicité qui est là. Mais je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire qu'on a écoutée, ce récit-là de ces objets, parce que quoi qu'on dise, nous sommes aussi connectés à ça. C'est notre histoire, même si on n'est pas d'Agotime, c'est l'histoire du Togo, c'est notre histoire. Et forcément, on n'est pas indifférente à ça. Donc, on s'est laissé habiter par ce récit et c'est l'énergie qu'on a essayé aussi de retransmettre au public. Merci à vous.